Bonjour, chers participants de Open Education Global francophone. Nous ne nous sommes pas retrouvés le mois dernier, comme tous les derniers vendredis du mois, parce que un certain nombre d'entre nous, des personnes qui portent l'Open Education francophone, étaient à Kigali à la grande conférence e-Learning Africa. Et c'était trop compliqué d'organiser l'événement en direct, d'autant que l'UNESCO en a profité justement à la même heure, le vendredi à 13h30, heure européenne continentale, pour faire parce qu'à Kigali, il était la même heure en fait, pour faire sa consultation régionale donc de l'Afrique et sur les questions des ressources éducatives libres et de l'éducation verte. Donc vraiment, ça a tombé mal. Mais ce mois-ci, ça nous a permis de vous présenter Marion Poutrel, qui s'occupe d'un programme de l'Institut de la formation pour l'éducation, l'Institut francophone pour l'éducation et la formation, basé à Dakar et dépendant de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a un programme formidable, biplurilingue. Alors, je ne dévoile pas le sujet. Je rappelle que je m'appelle Perrine de Coetlogon, que je travaille à l'Université de Lille, que je suis présidente du board d'Open Education Global, qui est l'association de droit américain non-profit, donc une association pour la promotion de l'éducation verte, c'est-à-dire l'accès libre et gratuit aux contenus éducatifs qui se trouvent sur Internet, mais aussi ailleurs, qu'on peut imprimer, qu'on peut rediffuser, qu'on peut remixer. Je suis également la fondatrice, avec quelques autres, du réseau que j'anime aujourd'hui, Open Education Global francophone, et qui permet de faire connaître des projets de l'éducation verte à tous les publics francophones dans le monde. Voilà, il y a aujourd'hui 1700 destinataires, ou même plus, tu diras, Lucie, tu nous le rappelleras, destinataires de nos webinaires. On ne peut pas en faire plus aujourd'hui, mais on sait que ça se consolide un peu plus tous les mois, et donc le moment venu, on saura rebondir pour donner plus de contenu, des pages Internet et surtout le lien vers toutes les ressources éducatives libres existantes. Voilà, je laisse Lucie et Jules se présenter, et puis je donnerai la parole bien sûr à Marion pour nous présenter le programme Élan. Lucie. Bonjour, merci beaucoup d'être connectés aujourd'hui. Donc, je suis Lucie Grasset, je travaille auprès de la chaire UNESCO RELIA sur les ressources éducatives libres et l'intelligence artificielle. Elle est basée à Nantes Université, à l'Université de Nantes, dans l'ouest de la France. C'est l'université de Nantes Université, c'est la première université en France qui a reçu un financement pour l'éducation ouverte. Donc, en fait, on se doit d'être exemplaire. Donc, à la chaire UNESCO, moi, je travaille sur un projet qui s'appelle Florilège, qui a pour vocation de réunir l'ensemble des ressources éducatives libres francophones et d'essayer de faire qu'avec l'IA, ces ressources soient plus facilement découvrables et plus facilement utilisées par toute la communauté. Donc, j'ai rejoint l'équipe de l'OJ francophone, de bénévoles, autour de Perrine il y a presque un an, jour pour jour. Donc, je suis encore ravie de venir à chaque fois à ces webinaires où on apprend à chaque fois beaucoup sur l'éducation ouverte dans toute la francophonie. Donc, je te passe la main, Jules. Merci, Lucie. Je suis Jules Tiak Famoué. Je suis enseignant de mathématiques au Cameroun et également ingénieur technopédagogue. Et ça fait déjà près d'un an, 8 mois que je suis bénévole pour l'Open Education Global francophone. Et pour la suite, j'aimerais vous donner quelques modalités pratiques. Donc, vous pouvez vous présenter, vous pouvez échanger dans l'onglet chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions pour que nous puissions y répondre par la suite. Merci. À toi, Marion. Perrine. Bonjour à tous. Voilà, je galère un petit peu. Oui, donc Marion, vas-y, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et d'abord un grand merci pour l'invitation et cette opportunité de présenter le programme Élan. Pour me présenter juste en 2 mots, donc Marion Poutrel, moi je travaille comme attachée de programme au programme Élan depuis 2022. Donc ça fait 2 ans que je suis arrivée dans le programme, qui, comme Perrine le disait, est
est mis en œuvre par l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qui est basé à Dakar. Je suis donc moi-même à Dakar pour ce webinaire. Je propose donc de rentrer directement dans le vif du sujet, si ça vous convient. Et à ce moment-là, je vais partager ma présentation PowerPoint pour m'accompagner. Voilà, et en grand écran. Voilà, donc si tout va bien, normalement, vous devez voir la présentation en grand écran. Peut-être pour commencer, dire quand même 2 mots de plus sur l'IFEF, puisque bon, nous ne sommes bien évidemment pas le seul programme mis en œuvre au sein de l'IFEF à Dakar, puisque c'est l'Institut, donc un organe subsidiaire de l'OIF, qui est spécialisé dans l'éducation et la formation. Donc il y a entre autres un autre grand programme mis en œuvre par l'IFEF qui est IFADEM, qui là est consacré à la formation des enseignants en français. Et il y a 2 autres projets, le projet Relief qui est pour la formation à l'égalité femmes-hommes et le projet FIGE qui là est pour la formation et l'insertion des jeunes. Donc voilà, vous voyez, on travaille quand même sur une assez grande diversité de sujets en lien avec l'éducation et on travaille principalement sur la zone de l'Afrique francophone, mais pas que. Il y a également, je sais que par exemple le programme FIGE travaille avec le Vietnam, voilà, puisque donc même si on est basé à Dakar, voilà, notre mandat peut être de travailler avec tous les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Et il y en a sur tous les continents. Donc voilà, c'est relativement large, même si évidemment la grande majorité de nos actions sont quand même plutôt sur l'Afrique francophone. Maintenant, pour rentrer plus dans le cœur du programme Élan, je vous propose de commencer d'abord par voir pourquoi le bilinguisme. D'où vient ce programme? Il vient d'un premier constat qui est que 4 enfants sur 10 dans le monde apprennent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Alors, on pourrait même mettre à jour ces chiffres puisque en ce mois de juin 2024, l'UNESCO a publié un nouveau rapport pour le préscolaire qui là indique qu'il y a même maintenant la moitié des enfants dans le monde qui apprennent dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc, ce qui est assez logique démographiquement parlant puisque c'est plutôt en Afrique que le nombre d'enfants scolarisables augmente. Donc, voilà, une augmentation. Et évidemment, on imagine bien que quand un enfant arrive dans une école et que l'enseignant parle dans une langue qu'il n'a jamais entendue avant, dans certains cas, ou qu'il a peut-être un peu entendu dans sa vie quotidienne et qu'il ne comprend pas, c'est forcément un traumatisme assez important pour lui qui va contribuer aux abandons, au redoublement et à l'échec scolaire. Donc, c'est vraiment là-dessus, ce constat qui est parti l'idée d'aller vers un enseignement bilingue. On a bien vu d'ailleurs, c'est appuyé par des études et des recherches en psychologie cognitive, en psychologie des apprentissages, qui montrent que l'utilisation de la langue parlée par l'enfant à l'école, ça va l'aider non seulement à verbaliser sa pensée, à s'intégrer dans son environnement, puisqu'il va être en mesure de communiquer avec l'enseignant et dans la classe, dans le quotidien de la classe. Ça va assurer aussi la continuité dans son développement psychomoteur, affectif, cognitif, entre ce qu'il apprend dans son environnement quotidien et ce qu'il apprend à l'école. Et ça va lui permettre de devenir l'acteur principal de la construction de ses savoirs. Voilà. En fait, en retirant à l'élève la possibilité d'utiliser son parler familier, ce qu'il utilise au quotidien, on lui enlève son instrument de communication principal et donc tout le début de sa scolarité, il va être dans l'impossibilité d'acquérir les compétences fondamentales que l'enseignant va chercher à lui transmettre puisqu'il ne va pas en comprendre le sens. Donc, on voit bien ici la nécessité donc de cette réflexion vers l'enseignement dans les langues connues des enfants. Et d'autant plus, un dernier point, c'est que on a bien remarqué que enseigner à l'enfant dans la langue qu'il comprend, ça va aussi l'aider à apprendre plus rapidement une autre langue, en plus des autres disciplines. C'est aussi là-dessus que s'est basée cette idée de bilingue. C'est-à-dire cette idée que on ne va pas complètement abandonner l'autre langue officielle des États, qui est nous, dans le cadre sur lequel on travaille, c'est le français, mais ce constat des nécessités du bilinguisme, en réalité, il est présent sur tous les continents.
on voit bien, par exemple, on pourrait reparler du Vietnam, où certes, la langue principale, officielle d'apprentissage, c'est le vietnamien, mais il y a des minorités ethniques dont ce n'est pas la langue principale, dont ce n'est pas la langue maternelle et qui ont les mêmes difficultés. Donc, l'idée n'est pas nécessairement d'abandonner la langue d'instruction, mais plus d'apporter une autre langue au système éducatif, de commencer dans une langue que maîtrise l'enfant pour amener petit à petit à apprendre l'autre langue pour ensuite passer à un enseignement donc en français dans les cas des pays avec lesquels on travaille, donc programme Élan. Voilà pour cette petite introduction et maintenant un peu une idée du déroulé du reste de la présentation. Donc d'abord, vous présenter le contexte de mise en œuvre du programme Élan, l'approche pédagogique et didactique donc innovante qui est proposée autour du bilinguisme, l'expertise Élan, celle qu'on va proposer aux pays pour les appuyer dans la mise en œuvre du bilinguisme, quelques exemples d'actions en lien justement avec cette expertise et ce que j'aurais présenté avant. Ensuite, la question de l'enjeu des réformes bilingues, c'est-à-dire donc ne pas juste s'arrêter à l'approche pédagogique, mais vraiment aller plus loin et aller jusqu'à une intégration du bilinguisme dans le système éducatif, une transformation du monolingue vers le bilingue. Et pour finir, voilà, quelques données et résultats pour vous montrer un petit peu déjà où on en est après plus de 10 ans de mise en œuvre du programme. Alors, le contexte de mise en œuvre. Donc, l'initiative Élan, donc elle a été lancée en 2012. Vous voyez déjà, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille sur ce programme. L'objectif principal, c'est bien l'amélioration de la qualité de l'éducation et des apprentissages en utilisant donc les langues nationales aux côtés du français comme langue d'enseignement. C'est-à-dire que le premier but, c'était pas nécessairement d'aller vers un meilleur apprentissage du français, mais vraiment viser très largement toute l'acquisition des compétences fondamentales au primaire des élèves. Puisqu'on a bien vu que si le français n'est pas maîtrisé, ils ne peuvent pas apprendre dans cette langue-là, mais ils ne peuvent pas non plus apprendre les mathématiques, les sciences, l'histoire géo, etc. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de cibler toutes les compétences fondamentales du primaire. Et évidemment, en objectif, on va dire, conjoint, il y a la promotion du multilinguisme, aussi redonner une valeur aux langues nationales dans les pays, encourager une approche multilingue, une valorisation des cultures des élèves, voilà, essayer de leur redonner leur place également dans les systèmes éducatifs. Et si on fait tout ça, si on améliore la qualité de l'éducation, si on donne une place à tous les enfants, quelle que soit leur culture, leur langue parlée, etc., on réduit forcément aussi les disparités dans l'éducation, on réduit les inégalités éducatives et on a un impact, in fine, aussi sur le taux d'abandon, le taux de redoublement à l'école. Le programme, lorsqu'il a été créé en 2012, est à l'origine porté par 4 institutions partenaires, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, l'AFD, l'AUF, Agence universitaire de la francophonie, et donc, comme je disais, donc l'OIF. À l'heure actuelle, voilà, le programme est encore financé par l'AFD, qui a porté son soutien depuis le tout début et qui continue au travers de la nouvelle phase là, qui démarre, et également par l'OIF. Alors, comme je le disais, on intervient principalement en Afrique francophone, donc voici une petite carte qui montre plus précisément les pays avec lesquels on travaille. On a 13 pays partenaires. Donc, quand je dis partenaires, c'est vraiment, ce sont des pays qui ont adhéré complètement au programme Élan et donc qui ont un accompagnement sur le long terme pour la mise en œuvre de Élan dans leur pays, appui financier et technique. Alors, il y en a juste un qui a quitté le programme, c'est le Bénin, mais voilà, il a quand même fait partie des pays partenaires sur une période, sur la première phase. Et on a aussi noté quand même 3 pays d'intervention qui sont des pays qui n'ont pas adhéré à Élan, mais qui sont des pays auprès desquels on va intervenir sur des projets plus ponctuels. Donc, qui sont la Guinée-Bissau, la Tunisie et le Tchad.
Comme je le disais avant, donc le Élan intervient surtout au primaire. L'approche qui a été conçue, c'est une approche qui est destinée à l'apprentissage de la lecture, écriture, mathématiques, voilà, et autres matières sur les niveaux du primaire. Néanmoins, on va prendre en compte le préscolaire pour les pays qui ont un continuum bilingue, donc qui inclut également ce passage vers les langues nationales également sur le préscolaire. Et on peut même, voilà, selon les demandes des pays, aller également sur le secondaire. Il y a quelques pays, j'y reviendrai plus tard, mais qui utilisent également les langues nationales au secondaire. Et on intervient aussi bien sur les disciplines linguistiques que sur les disciplines non linguistiques. L'approche Élan, pour avoir une vision un peu globale, voilà, ça va être sur quelque chose d'assez systémique. On va essayer d'intervenir un peu sur tous les aspects. Donc, d'une part, on cherche à ce que le principe d'un enseignement bilingue avec les langues nationales soit intégré dans les politiques sectorielles des pays. C'est un peu, on va dire, le point de départ qu'il y ait un vrai engagement du pays, qu'il y ait une mise en facteur de toutes les réformes, de tous les appuis techniques et financiers qui vont être présents dans le pays. Si l'enseignement bilingue fait partie des politiques sectorielles, alors on sait que les différentes actions qui vont être mises en œuvre, même si elles ne viennent pas de l'IFEF, du programme Élan, vont pouvoir contribuer par leurs actions également au programme et voilà, à l'intégration du bilinguisme. On travaille bien sûr sur l'adaptation des curricula dans les pays. L'idée n'est pas on n'intervient pas tant sur le contenu, sur le fond, sur les thématiques d'apprentissage, mais vraiment sur le fait de transformer les curricula en curricula bilingues. Donc, il y a vraiment aussi une inclusion des compétences en bilinguisme. C'est pas juste on apprend une langue et on apprend une deuxième langue, c'est vraiment aussi une acquisition d'une compétence bilingue. L'approche promeut donc plutôt l'introduction du français entre la 2e et la 4e année du primaire. Là, c'est, on va dire, une proposition qu'on fait, enfin, ce qui nous estime être la meilleure approche, mais c'est au pays de définir à quel moment ils veulent introduire le français et de quelle manière, à quel niveau, avec quel, voilà. Par exemple, beaucoup de pays, alors la majorité des pays l'introduisent quand même plutôt en 3e année et l'introduisent d'abord par l'oral. Au début, le français va être uniquement utilisé à l'oral et c'est plutôt en 4e année que l'écrit va être introduit et voilà, commencer à être maîtrisé. Bien que souvent les alphabets soient maîtrisés un peu plus en amont, peut-être dès la 2e ou la 3e année, on présente les alphabets des différentes langues aux élèves. Et l'approche Élan également, ce qui fait sa particularité, c'est de s'appuyer très fortement sur le transfert de compétences entre L1 et L2, donc L1 qui est la langue nationale, qui est donc la langue maîtrisée par l'enfant, et la L2, le français. L'idée étant que si on s'appuie sur la L1 de l'enfant, sur la langue qu'il maîtrise, ça sera plus facile de lui faire apprendre, acquérir les compétences dans la deuxième langue. Pour les axes de travail, donc voilà, ça rejoint un peu ce que je vous disais avant, c'est-à-dire qu'il va y avoir une part très importante sur les aspects pédagogiques et didactiques pour accompagner les pays sur ces aspects-là, pour développer les compétences en interne, les outils, tout le nécessaire. Et il y a un travail qui se fait au niveau transversal, au niveau du programme Élan, pour créer un peu des outils types. Mais voilà, on y reviendra plus tard un peu au détail de ces outils et pour développer toute l'approche pédagogique du bilinguisme. Et il y a également un accompagnement de proximité, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment de concert avec les ministères de l'éducation des pays pour déterminer quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et adapter l'approche Élan au contexte du pays. Pour prendre un exemple, à Madagascar, le malagasy est déjà la langue d'enseignement sur les premières années du primaire, bien avant Élan. Voilà, c'est malagasy et après on passe au français. C'était déjà le cas. Donc l'accompagnement qu'on va faire à Madagascar, ça va pas être sur l'introduction de la langue nationale dans le système éducatif puisqu'elle est déjà présente. Ça va plutôt être un accompagnement sur
le cadrage institutionnel, le fait d'élaborer une politique linguistique éducative, le fait d'approfondir les outils à disposition pour l'enseignement des deux langues et un renforcement des compétences des enseignants, en particulier en français, puisque le français est faiblement maîtrisé par les enseignants là-bas. À l'inverse, un pays comme la Guinée qui n'utilisait pas du tout les langues nationales en système éducatif, là, le programme va plus d'abord commencer à poser les bases pour utiliser une langue, faire une expérimentation, équiper la langue et l'introduire petit à petit comme langue d'enseignement dans une école pour arriver au bout d'un moment à travailler sur le cadre institutionnel. Bon, voilà un exemple, mais bon, on pourra revenir sur ces points-là après. Je vais de toute manière redétailler ces différents axes de travail après. Ensuite, le programme Élan en termes de gouvernance et pilotage. Donc, on a un pilotage au niveau international qui se fait par le CCI, donc le Comité de coordination internationale, qui lui fait un pilotage stratégique du programme. Il se réunit tous les 2 à 3 ans pour définir les orientations du programme, faire le bilan de ce qui a été fait et définir les orientations du programme pour les 2-3 ans à venir. Ça va être... ce comité, en fait, il est composé des ministres en charge de l'éducation de base des pays partenaires, des points focaux des pays partenaires. Donc, les points focaux, c'est les personnes avec lesquelles nous, on est en relation au quotidien pour le suivi et pour l'accompagnement des pays. Ce sont nécessairement des fonctionnaires du ministère. Et dans le CCI, on retrouve également l'équipe de coordination donc, du programme Élan et les experts du programme, ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'autre groupe, c'est le groupe d'experts, qui là est composé d'une vingtaine d'experts, qui représente un peu les différents types d'expertise avec lesquels on travaille. Donc, on va avoir des linguistes, des sociolinguistes, des pédagogues, didacticiens de langue, didacticiens des disciplines non linguistiques ou des spécialistes en sciences de l'éducation plus générale. Voilà, donc un groupe d'experts qu'on sollicite selon les besoins d'appui, tant pour les activités les activités transversales au niveau du programme que pour les activités à mettre en œuvre dans les pays. Par exemple, on va régulièrement proposer des suivis pédagogiques des classes bilingues qui sont ouvertes dans les pays. Donc, régulièrement, il va y avoir un de nos experts qui va partir sur le terrain, faire des observations de ces classes, échanger avec les enseignants pour pouvoir répondre à leurs questions, peut-être voir s'il y a des besoins en formation complémentaire et faire un peu des remontées au ministère pour savoir un petit peu quels sont les besoins pour qu'on puisse travailler sur les activités futures à mettre en œuvre. Et donc, bien sûr, au niveau international, le dernier point, c'est l'équipe programme de l'IFEF, donc je fais partie, qui est composée d'une coordinatrice, Gauthier Fall, qui gère le programme. On est 3 attachés de programme qui nous répartissons le portefeuille pays. On a tous, plusieurs pays qu'on suit de plus près. Une attachée de communication, un volontaire spécialiste statisticien pour nous accompagner sur la collecte des données. Et des stagiaires aussi régulièrement, qui nous appuient. En ce moment, on a même une doctorante, qui donc apporte beaucoup sur les aspects linguistiques et bilinguistes. Et au niveau national, on a un comité de pilotage et de suivi qui est porté par le ministère, puisque c'est indispensable qu'il y ait vraiment une appropriation par le ministère. Donc ces institutions au niveau du ministère sont indispensables pour qu'il y ait réappropriation du projet, donc le comité de pilotage, le comité de technique national qui va être chargé de la mise en œuvre et le point focal qui va être notre interlocuteur direct mais qui va faire partie de ce comité technique pour mettre en œuvre toutes les activités. C'est avec eux qu'on va travailler sur vraiment définir toute la stratégie de mise en œuvre de Élan dans le pays, déterminer les besoins, les résultats à atteindre, etc. pour mettre en place le plan d'action pour plus ou moins un grand nombre d'années selon les phases. Et un petit aperçu donc là de la chronologie des 3 phases de mise en œuvre de Élan. Donc le programme a eu une première phase de 2012 à 2016 qui visait, donc là c'était vraiment les débuts, donc c'était avec 8 pays uniquement.
c'était une phase d'expérimentation et de développement de l'approche Élan. Donc, c'est la phase qui a permis de concevoir tous les guides d'orientation concernant l'approche Élan pour la lecture-écriture. Toute l'approche donc à travers le bilinguisme et toutes ces questions de transfert linguistique que j'ai mentionnées au début, et de mettre en place une expérimentation dans les pays avec une ou plusieurs langues nationales. Ça dépend voilà. Le nombre de langues choisies dépendait des pays, ainsi que un pool d'écoles, un groupe d'écoles dans une ou plusieurs régions. Voilà, les expérimentations ont différé, ont été divergées entre les différents pays, mais voilà, en gros, ils ont tous expérimenté l'approche Élan dans un groupe d'écoles. Ensuite, il y a eu une deuxième phase de 2016 à 2023 qui avait pour but de poursuivre les expérimentations et aussi de commencer à poser les bases d'une extension de l'enseignement bilingue. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter à juste une expérimentation. À la fin de cette première phase, il y a eu un rapport d'évaluation qui a montré que l'approche bilingue avait fait ses preuves. Et donc, l'idée était de commencer à travailler sur un aspect plus cadrage institutionnel, commencer à poser les bases pour pouvoir étendre progressivement le nombre d'écoles bilingues et que ça devienne vraiment, voilà, commencer un petit peu à amorcer cette transformation entre le monolingue et le bilingue. Voilà, donc phase qui a duré un peu plus longtemps, comme vous pouvez l'imaginer aussi à cause de la période du Covid qui a forcément un peu ralenti le travail, mais qui s'est achevée l'année dernière et qui nous permet donc de commencer cette année en 2024, la troisième phase du programme, avec vraiment cette fois l'objectif de passage à l'échelle. On est encore en train de travailler avec les différents pays sur leur stratégie pour cette période 2024-2026, sur les plans d'action, mais l'idée est vraiment maintenant de passer à l'échelle, d'avoir un vrai cadrage institutionnel de l'enseignement bilingue au niveau du système éducatif pour pouvoir voilà, répliquer à grande échelle, ouvrir un plus grand nombre d'écoles progressivement et équiper de nouvelles langues aussi selon les pays. Voilà, certains pays qui n'ont qu'une langue, mais il y en a d'autres qui en ont beaucoup, et donc il y a un choix aussi à faire sur les langues. Dernière précision, donc c'est ce que je vous disais que la première phase n'avait que 8 pays, et donc c'est en 2016 qu'il y a 4 nouveaux pays qui ont rejoint le programme, et là pour 2024-2026, donc on est toujours à 12 pays partenaires. Et j'oubliais également que cette troisième phase va également travailler sur les outils d'évaluation adaptés à l'enseignement bilingue. Voilà, c'est un peu un dernier type d'outil qui nous semblait indispensable pour vraiment équiper entièrement un système éducatif qui serait bilingue. C'est d'avoir des outils d'évaluation standardisés, nationales, bilingues, adaptés en fait au fait qu'il y a aussi une compétence bilingue derrière voilà, cette approche, et également des évaluations formatives pour appuyer les enseignants dans leur évaluation en classe des élèves, au travers également de ce prisme du bilinguisme et donc des compétences bilingues. Passons maintenant, voilà, à un petit peu plus de détails sur l'approche pédagogique et didactique. Donc, on peut, pour la résumer, voilà, évidemment, ça reste un résumé, mais en gros, l'approche Élan, donc, propose de passer par une maîtrise des codes alphabétiques des langues en présence dès le début de la scolarité. Quand je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est aussi bien les codes alphabétiques de la langue nationale d'enseignement qui va servir au début que du français pour, voilà, commencer déjà à introduire cet aspect de bilinguisme, voilà, avec une maîtrise de plusieurs codes alphabétiques, également en jouant sur les ressemblances, différences du code alphabétique, de la phonétique, voilà, différents aspects pour commencer déjà à avoir la présence des deux langues dès les premières années. Donc, maîtrise également donc, des procédés de comparaison, combinaison, association de codage, donc, qui va avec, donc cette idée toujours de transfert, donc, qui est donc le dernier point. Application du transfert des compétences vers la production d'écrits basés sur la maîtrise et le développement des aptitudes communicatives et des usages scolaires. Voilà, dans les grandes lignes, Élan vise vraiment à améliorer les capacités de communication tant orale que écrite dans les deux langues. C'est vraiment une approche lecture-écriture, de prime abord en combinant les deux langues, qui permet ensuite également d'améliorer les résultats scolaires dans les autres disciplines, puisque si les langues sont bien maîtrisées, les acquis, voilà, les apprentissages dans les autres disciplines vont forcément être
plus facilement assimilables par les élèves. Pour rendre ça un tout petit peu plus concret, je vous propose de vous donner un exemple de fiche de transfert linguistique, qui est un petit peu le principe employé dans l'approche élan, donc de vraiment s'appuyer sur la langue parlée par l'enfant pour l'amener vers le français. Voilà un petit peu un exemple de structure type d'une fiche de transfert linguistique. Donc, on va avoir une thématique. Quelle est la thématique qu'on va aborder? Voilà, l'enseignant va aborder en classe. Là, par exemple, je vous ai pris celle de la structure de la phrase négative. L'objectif, donc, ça va être d'amener l'élève à maîtriser la structure d'une phrase négative en français en s'appuyant sur ses acquis de sa langue, de sa première langue, qui est là, dans le cas que j'ai pris, l'Ewondo, qui est donc une langue du Cameroun. Bon, je ne m'aventurerai pas à prononcer les phrases en Ewondo parce que je ne maîtrise pas cette langue personnellement, mais bon, vous voyez un petit peu la structure. Bon, ce n'est qu'une fiche partielle, hein, il y a évidemment d'autres éléments dans les fiches pédagogiques construites pour les enseignants, mais en gros, on a toujours d'abord un petit corpus de texte qui est proposé à l'enseignant pour appuyer sa leçon, donc avec à la fois une version en Ewondo, une version en français. On va voir les phrases, donc la phrase négative en Ewondo, donc là, qui joue aussi sur à quoi ressemble une phrase affirmative, à quoi ressemble une phrase négative dans les deux langues. Après, on a le constat, donc qui est ce que l'enseignant doit amener les élèves à faire, en fait, constater comment fonctionne la négation dans la langue Ewondo et donc, en parallèle, comparer avec comment ça fonctionne en français. Donc, c'est une comparaison pour voir quelles sont les ressemblances et quelles sont les différences. Donc, on va voir que dans les Ewondo, la phrase négative a pour structure le groupe nominal sujet, le verbe, la négation, le mot qui représente la négation et le complément. Et que dans le français, ça va fonctionner quand même relativement de manière similaire, puisqu'on va partir de la phrase affirmative, donc qui a la même structure, groupe, sujet, verbe, complément, mais que la locution négative va prendre la forme ne pas ou ne plus et se place de chaque côté du verbe. Et à la suite, voilà, de cette première phase d'enseignement, voilà, l'enseignant peut mettre en application donc ce que les élèves auront analysé du corpus de texte, avec des exercices d'application, transformer des phrases affirmatives en phrases négatives. Ça peut s'appuyer sur les deux langues. Ça peut être un travail, en fait, vu que les deux langues sont vraiment mises en parallèle, c'est-à-dire que ça va permettre de mieux apprendre le français, mais ça peut aussi être une occasion pour l'enseignant de revenir sur la notion également pour la langue maternelle de l'enfant, si jamais il se rendait compte que certains n'avaient pas bien perçu comment était construite une phrase négative en Ewondo. Voilà, puisque c'est une forme de révision aussi des Ewondo. Et donc derrière, voilà, des exercices d'application, des petits textes à rédiger, il peut y avoir des remarques complémentaires, peut aller plus loin dans la structure d'une phrase négative. Voilà, j'espère que ça clarifie un petit peu ce principe de transfert. Je ne vais pas rentrer plus loin dans toute l'approche pédagogique et lente, on pourrait faire un webinaire complet à ce sujet. Et donc, je vous propose plutôt de passer maintenant à l'expertise de Elan dans les pays. Un petit peu pour vous donner un panorama de tous les aspects sur lesquels on travaille, au-delà donc de l'approche pédagogique. Alors, je vais commencer donc justement, pour faire le lien avec la partie d'avant, par l'appui et le suivi pédagogique, qui est le symbole du milieu. On va donc à la fois concevoir l'approche pédagogique et donc tous les outils, toutes les ressources pédagogiques qui vont avec, au niveau du programme Elan, au niveau transversal, mais on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'il y a après un travail qui se fait auprès de chacun des pays partenaires pour les aider à contextualiser ces outils. Parce qu'on va peut-être avoir, voilà, par exemple, un manuel de première année du primaire en lecture-écriture, mais il va bien évidemment falloir, nous, au niveau programme, on l'a fait en français, pour faire une structure globale. Mais après, dans chacun des pays, il va falloir l'adapter à la langue nationale qui a été choisie. Par exemple, au Cameroun, si je reprends l'exemple d'avant, on va appuyer le pays à produire un manuel de lecture-écriture pour la première année du primaire en Ewondo et dans les autres langues d'enseignement du pays, qui va également devoir s'adapter au programme scolaire en vigueur dans le pays. Puisque, comme je disais au début, nous, on n'intervient pas sur le contenu du programme scolaire, mais vraiment juste sur cet aspect de bilinguisme.
Donc, il va s'agir de mettre, de contextualiser vraiment tous les outils, tous les manuels, guides pédagogiques, les fiches pédagogiques. Vraiment, tout ce qui va être fait va être contextualisé à chacun des pays, tant au niveau des langues que des cultures, que de l'approche curriculaire choisie par le pays. En lien avec cet appui pédagogique, il va forcément y avoir un travail sur le renforcement des capacités, puisqu'il va falloir former les enseignants, il va falloir former les formateurs aussi, prime abord également au niveau de la formation initiale des enseignants, il va falloir former les directeurs d'école, les encadreurs pédagogiques ou inspecteurs. Donc voilà, il y a un gros travail de renforcement de capacité qui se fait auprès des pays, où là, on va mettre à disposition, nous, justement, nos experts pour ces formations, donc plutôt mise à disposition des experts pour la formation des formateurs, et après, c'est les formateurs nationaux qui vont aller dispenser les formations aux différents niveaux. Et également un renforcement de capacité au niveau du ministère, puisqu'il faut qu'ils maîtrisent bien l'approche bilingue pour pouvoir aussi voir comment cela s'intègre dans leurs différentes missions au niveau du pilotage du système éducatif, voilà, dans les différents départements du ministère. On va donc travailler également au renforcement institutionnel. Donc là, ça va être vraiment ce que je vous expliquais sur le fait que pour passer à l'extension, il va y avoir besoin d'un cadre institutionnel qui est très clair sur la manière de mettre en œuvre le bilinguisme dans le pays. Donc, ça va passer par l'élaboration d'une politique linguistique bilingue, par l'utilisation d'un modèle de simulation financière. J'y reviendrai plus tard sur ce modèle, mais en gros, l'idée, c'est d'arriver à planifier en termes de ressources financières et humaines les besoins nécessaires pour aller vers l'extension du bilinguisme. Il va y avoir aussi besoin d'études sociolinguistiques. Il va falloir éventuellement réviser les curricula pour leur donner justement cet aspect de bilinguisme, compétences bilingues. Il va falloir intégrer l'enseignement bilingue dans la formation initiale et continue des enseignants, donc pour que le renforcement de capacité en fait ne soit plus fait de manière un peu ad hoc par le projet, mais vraiment soit inclus dans le système national et soit fait, soit fait ça inclut vraiment dans le système, dans le fonctionnement même du ministère, le système éducatif. On va également intervenir au niveau de la sensibilisation et du plaidoyer, de la communication. Il y a un gros travail qui est encore à faire dans beaucoup de pays pour sensibiliser à la plus-value de l'enseignement bilingue. Il y a encore des réticences, à différents niveaux. Ça peut être aussi bien au niveau des parents d'élèves qui vont pas voir la plus-value de l'enseignement bilingue pour l'acquisition des compétences de leur enfant et qui restent fixés un peu sur cette idée que pour l'ascension sociale de leur enfant, pour l'accès au marché de l'emploi, il vaut mieux parler français et donc il vaut mieux démarrer tout de suite l'enseignement en français. Donc vraiment un gros travail d'explication de en quoi le fait de démarrer dans la langue parlée par l'enfant, l'école, ça va lui permettre justement d'encore mieux maîtriser le français et d'encore mieux favoriser ses chances d'insertion sur le marché de l'emploi. Donc il y a un gros travail là-dessus qui se fait également au niveau des autorités éducatif du pays, pour vraiment arriver à avoir une appropriation par le ministère et un engagement du ministère. Et en dernier, on fait également de la recherche-action, donc sur les thématiques liées à l'enseignement bilingue, donc pour poursuivre justement, approfondir toujours le travail qui est fait dans le domaine et continuer à étayer les avantages et les meilleures pratiques, les bonnes pratiques de l'enseignement bilingue. En termes de modalités d'action, donc pour mettre en œuvre ces différents champs d'expertise, ça va être un accompagnement directement auprès des pays, donc comme je le présentais avant, par l'intermédiaire du point focal, du comité technique. Donc on va travailler sur les différents champs d'expertise pour définir avec eux leurs besoins, concevoir les plans d'action et après faire aussi tout le suivi pour la mise en œuvre des activités avec différents niveaux selon si elles en sont à l'expérimentation, selon s'ils en sont plus sûrement à l'extension et le passage à l'échelle ou s'ils sont suffisamment avancés pour plutôt aller vers une généralisation de l'enseignement bilingue. Nos modalités d'action passent également par la mise à disposition d'une expertise spécifique dans les 5 champs. Donc ça, c'est ce que je vous disais par rapport au fait qu'on a un groupe d'experts dédiés au programme Élan. On sollicite selon les besoins des pays par rapport à leur domaine de compétences respectifs. Et enfin, on va avoir une organisation d'ateliers régionaux, de capitalisation, partage de connaissances entre les pays.
Voilà, régulièrement, par exemple l'année dernière, ou en 2022 plutôt, il y avait eu un partage entre 3 pays qui étaient qui avaient récemment adhéré à Elan, la Guinée, le Togo et la Côte d'Ivoire, un peu un partage de leur expérimentation, de les bonnes pratiques pour voilà essayer d'enrichir un peu et créer justement cet engagement pour aller au-delà de l'expérimentation. Voilà, donc régulièrement il y a des ateliers comme ça de partage. Ensuite, quelques exemples d'actions. Donc très rapidement, hein, mais voilà, pour rebondir un peu sur les grands axes de travail que je vous ai donnés avant. Donc, par exemple, pour la prise en compte de la formation initiale des enseignants, là, notre idée, c'est de travailler dans chacun des pays directement avec les organismes qui forment les enseignants. Donc, par exemple, on a appuyé les 3 instituts de formation des maîtres du Mali à l'élaboration de modules sur le bilinguisme. Et on a formé 48 de leurs enseignants, 12 conseillers pédagogiques, 15 directeurs d'école. Le but, après ce type d'accompagnement, c'est que ces instituts forment maintenant tous les nouveaux enseignants qui vont passer par leur institut à l'enseignement bilingue. Le même principe a été abordé au Burkina Faso, donc avec cette même idée de créer des modules de bilinguisme sur le bilinguisme et de former les formateurs et les enseignants. La même chose a été fait, vous voyez, au Niger, donc c'est toujours le même principe, avec une formation des encadreurs de français de langue nationale, des directeurs d'études, et également à Madagascar avec les élaborations de modules de bilinguisme, et la formation des formateurs et de 1900 enseignants du primaire. Au-delà des aspects de formation, on a également donc toute la partie ressources pédagogiques que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Donc là, pour vous donner une idée un peu plus complète du type d'outils et de ressources pédagogiques qu'on a élaborés. Donc il y en a plus de 500. Il va y avoir une boîte à outils pédagogiques un peu globale. On va faire un peu tous les référentiels de compétences des élèves pour le primaire, pour les différents niveaux, dans les différentes matières. Des guides d'orientation à l'approche bilingue en lecture, écriture, mathématiques, histoire-géographie et SVT. On a également un guide d'orientation, des fiches pédagogiques sur les questions du transfert de compétences linguistiques et des guides du maître et des manuels d'élèves pour les différentes années et matières du primaire. Pour certains de ces outils, ils sont encore en élaboration ou validation, voilà, on est à différentes étapes. Mais l'idée, c'est vraiment de couvrir tout le cycle du primaire, dans toutes les matières et aussi bien dans les langues nationales qu'en français, en s'adaptant bien évidemment à chaque fois au pays. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y en a plus de 500, c'est-à-dire que c'est pas 500 outils types, mais c'est 500 en tout parce que à chaque fois, chacun des outils listés ici est contextualisé à chaque pays et à chaque langue d'enseignement. Les points forts donc de ces outils, ça va être justement de mettre en avant de manière importante le transfert de compétences linguistiques. On a eu tout un accompagnement des pays pour former des concepteurs de ces fiches pédagogiques de transfert et puis ils puissent du coup répliquer. Donc nous, on les a accompagnés dans une ou deux langues selon les pays, mais après l'idée c'est qu'ils puissent répliquer la conception de ces fiches dans toutes les nouvelles langues qu'ils choisiront de mettre en œuvre. De prendre en compte également toutes les disciplines, pas seulement la lecture-écriture. C'était un peu le point de départ, mais voilà, Programme Élan vise vraiment à couvrir toutes les disciplines et à aller jusqu'à même proposer un programme bilingue qui est encore en cours de finalisation et validation. Mais on espère très prochainement pouvoir également présenter une structure type de programme bilingue de tout le primaire que les pays pourront utiliser pour voilà, faire les ajustements, adapter leur propre programme scolaire. On prend en compte donc tout le cycle primaire et évidemment, il y a également tout un travail d'appropriation, de pérennisation des stratégies de conception et conceptualisation de ces outils. Voilà, puisque l'idée, c'est vraiment de former les pays à adapter, concevoir les outils adaptés à l'enseignement des pluriels. Un autre exemple
d'axes de travail que nous avons. Donc, c'est là plus sur la conception des outils pour la planification des réformes bilingues. On a travaillé avec l'IPE UNESCO Dakar sur la conception d'un modèle de simulation financière pour aller vers la généralisation de l'enseignement bilingue et d'une formule harmonisée de l'enseignement bilingue. Ces deux outils ont d'ailleurs été présentés à l'ensemble de nos pays partenaires cette semaine. Il y avait actuellement un atelier à Abidjan qui était organisé pour présenter les différents outils et commencer le travail de mise en œuvre dans les différents pays. L'idée ici, c'est vraiment qu'il y a un besoin d'avoir une définition claire de ce que doit être l'enseignement bilingue au niveau du pays. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on entre dans une phase, à partir donc de 2024, vraiment d'extension, le but, c'est plus tant vraiment de mettre élan en avant dans les pays, mais vraiment plus que les pays s'approprient complètement le principe de l'enseignement bilingue et on arrive à définir leur enseignement bilingue, ce qui correspond le mieux à leur pays, à leur contexte. Et donc de les accompagner dans le fait de définir une formule harmonisée. Certains pays l'ont déjà fait. Là, on a fait la formule harmonisée au Burkina Faso. Donc, Elan a accompagné les 2-3 dernières années le Burkina Faso sur la conception de sa formule harmonisée pour l'enseignement bilingue qui est maintenant endossée par le ministère. Le Sénégal également a son modèle harmonisé pour l'enseignement bilingue avec le MOEPS. Et Madagascar également entre dans cette voie puisque bon, eux, ils ont déjà leur langue nationale dans l'enseignement, dans le système éducatif depuis de nombreuses années. Donc voilà, ils ont déjà aussi un modèle. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de poser les bases parce que parfois, dans certains pays, il y a plusieurs approches au bilinguisme, plusieurs approches à l'introduction des langues nationales qui existent avec différentes expérimentations. Et donc, l'idée, c'est de ne plus avoir d'expérimentation, mais vraiment d'avoir un modèle. Dans le cas du Burkina, ce n'est pas 100% Elan qui a été mis en œuvre dans le modèle harmonisé. Il y a une grande part de l'approche Elan qui a été conservée, mais voilà, il y a eu un ajustement, une adaptation qui a été faite avec également les autres ONG et associations locales qui mettaient en œuvre un enseignement bilingue un peu similaire. Mais voilà, maintenant qu'il y a une formule harmonisée, c'est-à-dire que c'est cette formule harmonisée que Elan va accompagner. On va accompagner à sa mise en œuvre concrète. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire une simulation financière de la généralisation. Il faut arriver à clairement déterminer quels sont les besoins financiers et humains pour arriver à transformer progressivement toutes les écoles monolingues du pays en écoles bilingues. Donc là, maintenant, le Burkina a, on va dire, son cadrage de base. Il sait que là, actuellement, il y a 6 langues d'enseignement utilisées, qu'ils veulent aller jusqu'à 15 langues, mais bon, pour 2030, voire 2032, je ne sais plus exactement, mais voilà, c'est vraiment un plan sur beaucoup plus long terme, une vision très long terme pour faire ça étape par étape et définir chaque année quels sont les besoins. Et donc, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, donc, c'est à répliquer ce principe de travail sur une formule harmonisée et le modèle de simulation financière dans les différents pays pour les accompagner dans cette même démarche de transformation d'un système monolingue vers un système bilingue. Ensuite, on a d'autres outils. Un autre outil qui va nous être utile pour l'extension, c'est une application intelligente de suivi des données. On a commencé un travail de collecte de données au niveau des pays assez important pour avoir une vision vraiment nette de comment se développe le bilinguisme dans les pays, quels sont les enseignants touchés, les élèves touchés, combien d'écoles, quelles sont les langues employées. Ça va un peu de pair avec les études sociolinguistiques qui sont nécessaires pour savoir comment développer justement l'enseignement bilingue. Voilà, donc cette application, elle est encore en cours de développement, mais voilà, on espère pouvoir la finaliser bientôt et ce sera un outil vraiment d'aide justement à cette planification. D'un point de vue numérique, on a également développer des cours en ligne. Donc, il y a un premier cours Elan en ligne qui a été lancé en 2022, qui est un cours grand public. Vraiment, c'est une initiation qui est très courte, très rapide à faire. Il n'y a pas besoin de connaissances de base dans le domaine. Donc, vous pouvez tous la faire si vous le souhaitez.
Et on est en train d'en développer une autre qui devrait bientôt être finalisée, qui là sera un cours beaucoup plus approfondi sur l'enseignement bilingue, vraiment beaucoup plus à objectif de formation des formateurs pour les différents pays, pour faciliter voilà, la formation des enseignants in fine. Et on vise également à travailler de pair donc avec l'autre programme de l'IFEF dont je vous parlais au début, IFADEM, puisque eux, ils ont en place un dispositif de formation à distance dans certains des pays. Et donc, l'idée, c'est de combiner la formation Élan à l'enseignement bilingue avec leur modèle de formation à eux en introduisant des modules sur le bilinguisme dans leur formation à distance, puisque eux travaillent sur la formation continue et ils ont un dispositif qui leur permet de toucher un grand nombre d'enseignants d'un coup. Voilà, donc l'idée c'est d'ajouter une part, voilà, un module de bilinguisme dans ce dispositif pour pouvoir également former à plus grande échelle les enseignants. Très rapidement, un exemple donc d'appropriation de l'approche par les pays. Comme je vous le disais, voilà, on s'adapte vraiment aux besoins et aux orientations des pays. Donc, par exemple, au Cameroun, ils ont vraiment cette idée d'un continuum bilingue et par eux-mêmes ouvert 5 écoles expérimentales avec une approche bilingue au préscolaire. Voilà. Donc, on va chercher forcément, bien évidemment, à poursuivre l'accompagnement sur cet aspect-là, bien que Élan n'ait pas produit de guide ou d'outils type pour le préscolaire, mais puisque le Cameroun, eux, souhaitent ajouter le préscolaire à cet enseignement bilingue, et ben on va poursuivre l'accompagnement dans ce sens-là. Et également, ils veulent étendre l'approche Élan aux régions anglophones qui ont elles-mêmes aussi une approche bilingue mise en œuvre par certaines associations. Et donc, l'idée, voilà, ce sera d'harmoniser autour de l'approche Élan et différentes expérimentations. Et au Burkina Faso, donc voilà, c'est un peu ce dont je vous parlais déjà avant, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un des pays les plus avancés justement dans ce cadrage institutionnel où ils ont adopté par décret la politique linguistique, ils ont développé leur formule harmonisée et le modèle simulation financière et donc là vont vraiment entrer dans une phase de généralisation d'enseignement bilingue. Quel est l'enjeu donc de ces réformes bilingues? C'est vraiment d'arriver à pérenniser l'enseignement bilingue, qu'on arrête avec la phase d'expérimentation qui se poursuit quand même déjà depuis de nombreuses années et qu'on arrive vraiment à un passage à l'échelle dans tous les pays partenaires. C'est évident que ces programmes qui sont sur du très long terme prennent du temps à mettre en œuvre. C'est un gros travail pour transformer les systèmes éducatifs. C'est quand même une machinerie assez lourde. Le principe de passer en bilinguisme implique d'avoir des interventions vraiment à différents niveaux. Donc ça prend beaucoup de temps. Les défis en particulier, c'est l'instrumentalisation des langues nationales. Il faut pouvoir, par exemple, assez basiquement avoir le lexique nécessaire pour l'enseignement des matières dans les langues nationales qui souhaitent être utilisées. Donc parfois, avant de pouvoir enseigner une langue ou l'utiliser comme un enseignement, il faut d'abord l'équiper. Il va y avoir également parfois une multiplicité des approches, des expériences dans les pays avec plusieurs programmes qui vont intervenir sur l'enseignement bilingue ou sur l'enseignement dans les langues nationales. Donc, il va vraiment falloir accompagner les pays pour qu'ils fassent les choix qui leur correspondent le mieux pour arriver à une formule bilingue nationale et unique et que tous les programmes intervenant sur cette question donc harmonisent leurs pratiques. Il y a également besoin d'une réforme qui permette une bonne planification. Donc ça, c'est un peu les outils que je vous ai montrés avant qui ont vocation à appuyer les pays dans cette direction-là. Et également, il va falloir poursuivre sur la sensibilisation, le plaidoyer dont je vous parlais avant également, parce qu'il y a toujours cette persistance des stéréotypes sur les langues nationales qui ne seraient pas les meilleurs outils d'apprentissage pour les enfants. Et donc, on a besoin d'avoir une mobilisation sociale importante aussi pour que les parents, les communautés, qu'il y ait vraiment une adhésion au principe du bilinguisme à tous les niveaux. Pour conclure, un petit coup d'œil rapide sur les quelques résultats, les quelques données du programme Élan. Je ne vais pas vous lire tous les chiffres, mais vous voyez un petit peu, donc, à la fin de la phase 2 Élan, on avait 362 écoles Élan. Donc là, c'est vraiment celles qui sont mises en œuvre par le ministère, mais sur la base de l'approche Élan. Donc voilà, donc avec les enseignants, les classes, les élèves qui vont avec, on a eu beaucoup de formations, beaucoup de ressources pédagogiques développées.
Mais l'enseignement bilingue dans les pays, ce n'est pas juste et lent. Donc, pour avoir une vision un peu plus globale, les activités qu'on mène avec les pays, voilà, impactent également plus largement, voilà, 79 500 écoles au sein des 12 pays partenaires, parce qu'il y a d'autres écoles bilingues et que forcément, tout ce qu'on va travailler, nous, avec les ministères sur le bilinguisme, ça va avoir un impact, voilà, plus ou moins important sur l'ensemble des orientations bilingues du pays, voilà, l'ensemble des programmes qui vont dans ce sens. Et pour finir, le résultat, on va dire, un des résultats les plus probants, je pense, qui est celui du Burkina. Sur les 19 écoles Élan donc, qui existent au Burkina, il y a, voilà, au Burkina Faso, à la fin du primaire, un examen d'entrée pour passer au secondaire. Et donc, la particularité du Burkina, c'est que les écoles bilingues, Élan, les élèves passent cet examen à la fin de la 5e année et non de la 6e année, comme pour les élèves des écoles monolingues. Et que bien que le passant 1 an plus tôt, ces élèves font partie de ceux qui ont les meilleurs résultats à cet examen. Donc, comme vous le voyez, là, pour le top 5 des écoles Élan, on a des taux de réussite à l'examen qui sont extrêmement élevés. Voilà, donc c'est important de souligner que le passage à l'enseignement bilingue, c'est pas juste une amélioration pour les élèves, ça peut aussi être un gain financier assez important pour les États s'ils peuvent réduire leur scolarité d'1 an au primaire. Voilà, un peu aussi un de nos axes de plaidoyer en montrant qu'il y a une vraie plus-value à tous les niveaux. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention et suis bien sûr à l'écoute de toute question ou complément d'information par rapport à la présentation. Merci beaucoup. Oui, Marion, merci. C'est formidable, vraiment. Mais quel programme! Et c'est vraiment typique d'un mot qu'on connaît mal, sauf si on a étudié les sciences politiques, ce qui n'était pas mon cas. Donc, j'ai mis très très longtemps à comprendre ce que voulaient dire les politiques publiques en fait, les policies en anglais. C'est vraiment des programmes qui vont changer en profondeur. C'est des programmes qui dépassent voilà, le projet local. Et là, on voit que ça prend énormément de temps et on sait comme il faut déplacer les montagnes déjà pour changer parfois une habitude pour soi-même, pour sa famille, pour son quartier. Mais alors pour des pays entiers, et via les ministères et en même temps dans les écoles et impacter les formateurs et enfin que les enfants bénéficient de tout ça, ben c'est formidable. Et on est toujours très humble et modeste, j'imagine, Marion, quand on participe à un tel programme. Mais heureusement, quand on voit ce genre de présentation, on se rend compte du chemin parcouru en 12 ans. Et finalement, 12 ans, c'est même pas une génération. Il y a déjà tellement d'enfants qui en ont bénéficié et surtout, c'est convaincant pour les parents également. Ce qui est vraiment la preuve que ces organismes de développement, comme l'Agence française de développement, par exemple, comme l'Institut francophone pour l'éducation et l'information, ils sont là pour le bien des personnes. Il faut le redire parce on vit des temps troublés où on a l'impression que rien ne sert à rien. C'est pas le cas. Voilà. Il y a plein de questions. Je vais laisser Lucie et Jules gérer les questions. Oui. Alors, je ne sais pas si tu peux aussi les voir, Marion, dans l'onglet questions. Il y a eu beaucoup aussi de félicitations dans le chat, donc je laisserai aussi les lire. Franchement, vraiment très intéressant. Donc, les questions, on peut les prendre peut-être. La première, c'était d'Anne Vetter qui demandait si les formateurs et enseignants impliqués dans Élan sont tous formés en ligne. Parce qu'on a vu qu'il y avait la possibilité pour les formateurs de recevoir l'enseignement en ligne. Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est aussi le cas des enseignants qui sont impliqués? Alors, c'est pas encore le cas, puisque justement, nous sommes en train de travailler sur la formation en ligne. Donc, la formation qui est en cours de finalisation en ligne aura vocation à former les formateurs, déjà, dans un premier temps. Et après, on verra au cas par cas. En fait, l'idée, c'est que les pays reconnaissent la formation. En fait, on ne veut pas non plus former les enseignants si le pays ne reconnaît pas la formation qu'on propose.
Donc, ce sera tout un travail de réflexion avec les pays pour voir s'ils souhaitent prendre, certifier la formation élan en ligne qui sera proposée. Mais effectivement, ça a vocation à aller vers une formation en ligne. Ça nous permettra déjà de toucher un plus grand nombre d'enseignants. On cherche à développer cet aspect-là, mais à l'heure actuelle, les enseignants sont formés dans le cadre d'ateliers en présentiel par les formateurs nationaux au niveau des pays. Ouais. Très bien, Jules, je te proposer une autre question. Peut-être celle de relayer celle de Simon-Pierre, juste à... Oui, donc il y a Simon-Pierre, je crois, du Cameroun, qui demande comment sont gérées la complexité pour un pays comme le Cameroun qui a plus de 200 langues. Oui. C'est effectivement une question qui nous revient très très souvent, je pense à peu près à chaque fois qu'on fait cette présentation. Alors, peut-être revenir sur un point important, c'est qu'on ne va pas nécessairement utiliser la langue maternelle de l'enfant, mais la langue de son milieu. En fait, on a observé que un enfant, quand il va parler une langue maternelle qui est différente de la langue de son environnement, va quand même maîtriser la langue de l'environnement, parce que ça va être la langue qu'il va entendre au quotidien, qu'il va utiliser pour la vie de tous les jours. Donc finalement, ça va aider à gérer cette question des langues, des 200 langues, parce qu'on ne va pas utiliser les 200 langues au Cameroun pour l'enseignement. Après, quelles langues vont être utilisées? Ça, c'est entièrement le choix du pays. Nous, on n'intervient pas sur les questions de choix des langues. C'est vraiment au pays de définir le nombre de langues et lesquelles il souhaite mettre en œuvre comme langue d'enseignement sur son territoire. En général, il va y avoir un travail à la base des études sociolinguistiques pour définir lesquelles sont les plus parlées, s'il y a des aires géographiques où c'est une langue qui est clairement majoritaire et qui, du coup, sera également comprise et parlée par les enfants, même si c'est pas leur langue maternelle. Ça va être un petit peu la réflexion. Mais in fine, le nombre de langues à introduire et lesquelles, ça relève de la décision du ministère. Effectivement, je pense pas qu'un seul pays ira jusqu'à utiliser 200 langues. Ça paraîtrait très coûteux et très difficile à mettre en place. On pourrait même peut-être pas potentiellement ouvrir des salles de classe dans chaque langue dans certaines régions, parce qu'à partir du moment où il y a que quelques enfants locuteurs d'une langue, malheureusement, d'un point de vue financier, à bout d'un moment, on est quand même un peu contraint par ces réalités économiques. Mais on a bien vu que la langue maternelle, c'était pas nécessairement indispensable en fait. Si l'enfant comprend la langue dans laquelle l'enseignement se fait, c'est suffisant. Donc, c'est pas nécessairement sa langue maternelle, ça peut être juste la langue de l'environnement. Donc, voilà un peu comment ça peut être géré en termes pour la complexité de ces pays. Ça va être un peu de faire une sélection des langues majoritaires. Oh, merci beaucoup. Il y a aussi des participants qui, à travers le chat, nous partagent aussi d'autres initiatives comme Marius Kinson qui nous dit que sur ce secteur du Cameroun, on a, grâce aux éditions 5, à mettre sur le marché des manuels scolaires pour faciliter l'enseignement des langues nationales. Donc il mentionne aussi des compléments. N'hésitez pas à vous aussi relayer les éléments sur le chat. Il y avait aussi une nouvelle question de Lick Alejandro. Alejandro, je crois qu'on dit. Abordez-vous le bilinguisme dans les ressources pédagogiques numériques produites par les enseignants, les enseignantes? Si oui, quelles sont vos préconisations et travaux là-dessus? Alors, je ne suis pas nécessairement sûre de comprendre de quelles ressources pédagogiques précisément produites par les enseignants on parle. En plus, produites par les enseignants, donc vraiment dans les pays. J'ai pas, à ma connaissance, on n'a pas, à ma connaissance, travaillé directement avec d'autres ressources pédagogiques produites par d'autres organismes. Nous, on va chercher à numériser progressivement, digitaliser progressivement nos ressources, mais je ne sais pas s'il y a d'autres précisions à apporter sur cette question. Je suis pas sûre comment y répondre précisément. Oui, alors Loïc, il est président, il anime une association Scénari qui a développé des logiciels formidables de scénarisation de cours
en open source et autour de laquelle il y a une grande communauté française d'enseignants producteurs ou d'ingénieurs pédagogiques producteurs de ressources. Donc je pense, là il a dû nous quitter, il l'a fait savoir et il va aller écouter ce qu'on raconte plus tard, nos réponses à ces questions. J'imagine qu'ils ont dû traiter la question de certains bilinguismes, mais que c'est pour ça que ça l'intéresse, cette question-là. Et ça, juste, je reboucle sur l'open education, c'est-à-dire le fait de mettre des licences Creative Commons sur tout ce que vous produisez. C'est peut-être ce qui rejoint, ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui, c'est que j'imagine que toutes ces ressources que vous créez, elles sont sous licence Creative Commons pour pouvoir les remixer, les réutiliser dans les différents pays. Il y a une base commune, mais faite par des professionnels au sein de l'IFEF. Puis ensuite, elles sont mises à disposition des pays, c'est ça? Alors, je vais distinguer deux types de ressources. Il y a celles qui sont vraiment produites par le programme Élan comme ressources transversales, Okay. donc voilà, qui sont effectivement voilà, accessibles, partageables, utilisables. Bon, après, on est encore en cours de reconstruction de notre site, donc pour le moment, elles ne sont pas très, très accessibles en ligne, mais ça a vocation à le devenir et à être beaucoup mieux voilà, classé et ordonné. Mais après, au niveau des ressources dans les pays, j'ai envie de dire de cette manière, elles appartiennent au pays. C'est eux qui les contextualisent, qui travaillent dessus. Donc, ça dépend un petit peu de ce que eux souhaitent, comment ils souhaitent les partager. Voilà, je pense que c'est aussi un travail qu'il va falloir qu'on fasse justement au vu de la quantité considérable de ressources qui est produite de plus en plus, qu'on clarifie sans doute un peu ces différents éléments et nous, effectivement, on récupère toutes les ressources qui sont conçues, mais voilà, c'est avant tout les ressources des ministères. Donc, il faut, voilà, on voit Donc, Loïc, quand il nous entendra, peut-être qu'il a des propositions, des suggestions à faire pour le bilinguisme. Et donc, voilà. Il pourra avoir facilement vos coordonnées, Marion. Oui, bien sûr. Je pense que c'est intéressant qu'on puisse mutualiser. Voilà, exactement. Oui, plus il y aura de ressources pédagogiques dans cette optique de bilinguisme, mieux ce sera. Hein. On ne peut pas produire à Élan tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est vrai que s'il y a des opportunités de collaboration pour intégrer l'approche Élan dans d'autres types de ressources numériques qui seraient produites, pourquoi pas, ce sera avec plaisir. Il faudrait qu'on approfondisse la question. Et puis parfois, ça n'aide pas le programme directement, mais enfin, ça fait connaître de nouvelles ressources qui peuvent être utiles dans le contexte, puisque la ressource éducative libre, ça peut être aussi apprendre les mathématiques aux primaires. Donc voilà. Je continue. Je voulais juste réagir à cette question un peu difficile peut-être à comprendre. Oui, merci beaucoup d'avoir fait le lien, Perrine, en effet, parce que c'est vrai que les questions se suivaient avec, et Loïc justement précisait l'outil Scénarii en question. Une question de Oumar qui nous demande si la Mauritanie est concernée par le programme Élan. Alors, je sais que au début de la présentation, vous avez partagé la carte et l'ensemble des pays concernés. La question portait sur la Mauritanie. Oui, alors la Mauritanie est concernée, mais depuis peu seulement. Ils ont adhéré au programme l'année dernière. Donc, on est vraiment avec eux là en train de définir le plan d'action et plutôt des premières étapes d'expérimentation et de cadrage institutionnel. C'est le tout début, donc forcément, c'est pas encore un des pays les plus avancés, mais voilà, ils ont adhéré. Donc, il y a vraiment un travail qui est en train d'être mené au ministère dans cette optique. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, je ne sais pas si elles sont liées. Ah si, c'est une question de Denise Meva qui se pose la question sur les ressources pédagogiques proposées sur la plateforme comprennent-elles des DNL? Alors, j'ai pas la connaissance de l'acronyme. Disciplines non linguistiques. Pardon? C'est les disciplines non linguistiques. Ah d'accord. En dessous, en fait, Lucie. Ah pardon, oui. Ah oui, les formations offertes, ouais, sur votre site prennent-elles en compte les disciplines non linguistiques? D'accord, pardon. Donc la réponse est oui, absolument. On couvre vraiment tout le curricula du primaire, donc y compris les disciplines non linguistiques. C'est pas celles qui sont encore le mieux outillées, c'est clairement notre axe de travail encore sur les 2-3 prochaines années, mais l'idée est bien de proposer une approche bilingue dans toutes les disciplines, y compris donc non linguistiques.
Moi, je profite parce que j'avais une question. Alors peut-être que Jules aussi, hein, tu n'hésites pas aussi à poser directement la question. Est-ce que les ressources qui sont produites après par les différents ministères dans chaque pays, où on sait que chaque pays décide finalement de la manière dont ils veulent partager les ressources qui sont produites à l'intérieur, est-ce que vous avez connaissance du nombre et de la quantité de ces ressources? Et ou une fois que c'est dans les mains du ministère, voilà, ça, c'est des choses qui sont pas forcément, vous n'avez pas forcément le retour d'expérience, etc. de l'ensemble de ces ressources et de leur utilisation et réutilisation éventuelle. Alors, ça peut être assez variable. Donc, dans la majorité des cas, on a quand même un retour assez suivi de tous les outils produits. Déjà de prime abord, parce que en général, quand il y a des outils qui sont contextualisés sur la base de nos outils, on a notre groupe d'experts qui accompagne ce travail. Donc forcément, on est au courant de ce qui est produit et on arrive à obtenir les versions finales. Après, je pense que dans certains cas, dans certains ministères, il va y avoir un peu une impulsion d'aller plus loin, de créer d'autres outils. Donc là, il y a un travail de suivi, voilà, qui se fait donc entre l'attaché de programme et le point focal qui suit le pays. Voilà, c'est vraiment aussi des échanges au quotidien pour justement être tenu au courant de ce qui se fait en dehors parfois du plan d'action élan à proprement parler et du financement aussi qui est mis à disposition. Mais en fait, avec le temps, c'est-à-dire que ça fait quand même 12 ans maintenant qu'on travaille avec les ministères, qu'il y a quand même une relation assez solide qui s'est créée, qui fait qu'on arrive à suivre. Parce que voilà, on a un bon contact avec les ministères, avec nos points focaux. Donc, on est au courant, ils nous tiennent au courant. On est vraiment maintenant leur pilier pour la mise en œuvre du bilinguisme, même s'ils obtiennent des financements par d'autres bailleurs, ou même s'il y a une autre organisation qui va les appuyer sur telle ou telle action. On essaye en tout cas encore plus maintenant, là, dans cette nouvelle phase d'extension, de faire ce travail de mise en facteur de toutes les actions, de vraiment avoir une vision stratégique de tout le travail sur le bilinguisme et pas juste de ce qui peut être financé à notre niveau. Donc vraiment accompagner les pays dans une perspective de stratégie globale qui inclut tout le ministère. Et donc de travailler aussi avec tous les instituts de langue nationaux des différents pays, avec les différents services militaires, voire avec les autres ministères. Il y a des pays où, par exemple, la formation initiale des enseignants n'est pas au sein du ministère avec lequel on travaille. Donc voilà, on va essayer aussi d'arriver à créer des passerelles et à vraiment inclure tous les acteurs pertinents dans le travail qu'on fait. C'est à ça que sert justement toute cette structure que j'ai présentée au début, au niveau national, d'avoir un comité de pilotage, un comité technique, etc. C'est vraiment pour arriver à tout suivre. Donc, dans l'ensemble, on est quand même plutôt bien au courant et informé de ce qui se fait. Peut y avoir bien évidemment par moment des petites informations qui ratent, mais donc, globalement, on a quand même tous les outils et tout ce qui va être conçu, on va réussir à l'avoir. Voilà. Allô, Marion? J'aimerais savoir, Marion, est-ce que le cours d'initiation pour le projet là est toujours actif? Parce que je sais que sur votre plateforme, vous offrez un cours d'initiation pour les langues nationales africaines. J'aimerais savoir si c'est toujours disponible pour tous et ouvert. Oui. Alors, ce serait plutôt notre attaché de communication qui saurait mieux répondre à ça, parce que effectivement, les 2 premières sessions, il y a eu une période d'ouverture fixe. On ouvrait à un moment donné et on fermait à un autre. Il me semble que l'objectif est de rendre ouverte le cours, d'avoir le cours ouvert en permanence, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore fait. Normalement, ça devrait venir qu'il puisse être fait au long cours en fait, puisque c'est vraiment un cours qui est vraiment très court. Pour l'avoir même fait, vraiment, c'est juste 2-3 heures. C'est vraiment une initiation. Mais je vois que Viosa est en train de taper dans le chat, donc si ça se trouve, elle va donner la réponse par écrit. Et super. Et il y a justement une autre question, Jules, de Marius Kimson sur le Cameroun. Il voudrait avoir le contact du point focal élan pour le Cameroun. Alors peut-être que Marius va lever le doigt pour essayer de promouvoir le programme élan dans son école. Oui, ça, à ce moment-là, je préfère plutôt que vous lui donne, qu'il récupère mes coordonnées ou qu'il contacte le programme directement, qu'on puisse échanger là-dessus, plutôt que de donner le contact de la personne comme ça. Mais
Alors, On bien peut entendu, effectivement. mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une adresse mail générique? L'adresse mail générique, c'est elan@francophonie.org. Merci. Merci. Très bien. Il y avait d'autres questions? Est-ce que, Jules, tu as vu d'autres questions? J'ai l'impression qu'on les a traitées. Il y en avait pas mal. Non, il n'y a plus En de plus, questions. on est plus nombreux à la fin qu'au début. C'est sympa. Oui, tu disais, Jules, pardon. Non, je dis, c'est bon, il n'y a plus de questions. Ouais, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Voilà. Donc, Marion, c'était vraiment formidable de découvrir plus en détail Elan. Merci, Vojja, que j'ai rencontré à Kigali, à e-Learning Africa. Je vais essayer de prendre l'occasion de la prochaine lettre d'invitation au webinaire Open Education Global francophone pour rédiger un petit peu plus les projets qu'on a pu découvrir là-bas. Je pense à Mona Laroussi, qui est votre directrice à l'IFEF, qui était également présente, Vojja, et puis beaucoup d'autres, et pas seulement en Afrique francophone d'ailleurs. Il y a aussi des nouvelles d'Open Education Global, donc je voulais vous signaler que vous avez 2 jours encore si vous connaissez une personne qui promeut particulièrement bien l'éducation ouverte, et bien, vous pouvez aller vous connecter sur le site et écrire en français la description du travail réalisé. Et il y a différents types de prix. Ça va être le prix du leadership. Si vraiment on a réussi à faire une initiative globale comme Elan, on pourrait très bien imaginer que ça rentre dedans. Encore que l'éducation ouverte, c'est vraiment sur le fait de mettre des licences Creative Commons qui permettent la réutilisation, etc. Mais c'est quand même assez ce que vous faites. Mais il y a aussi, par exemple, le prix du catalyste. C'est la personne qui permet tout sans être rien, finalement. C'est un peu moi, j'ai l'impression parfois. Parce que c'est des personnes qui ont réussi à sentir les choses, ou Jules, par exemple, au Cameroun, qui a eu envie de participer, plus de s'impliquer, qui est devenu une bénévole. Donc, si j'ai le temps, Jules, je vais aller te nominer, moi. Parce que catalyste, c'est comme ça, quelqu'un qui va chercher les gens dans le programme Apprendre, et puis qui va les ramener vers Open Education Global francophone. C'est tout ce que tu as fait, Jules, justement. Et donc, allez découvrir, j'ai mis le lien dans le chat, allez découvrir les différentes catégories de prix possibles. Ce n'est pas classique, on n'est pas au cinéma, et c'est vraiment intelligent. Et sachez que toutes les personnes qui sont là, qui ont été proposées, même si elles ne reçoivent pas de prix, elles reçoivent quand même une reconnaissance par défaut d'avoir été nominées, pour reconnaître ce qu'elles ont fait, parce qu'elles ne sont pas là par hasard non plus. Donc, il y a vraiment, et puis on garde les données, donc on se resservira un jour des données pour dire ça, c'est le patrimoine de l'Open Education, ce sont les personnes, les communautés, les activistes qui se disent ça vaut la peine de garder un monde ouvert avec des belles valeurs et une envie de partager et d'enseigner. Voilà. Quoi d'autre? Le plus important, je dirais, c'est qu'on ne va pas faire de session au mois de juillet, mais on va en faire une au mois d'août. Donc, dernier vendredi, je crois que c'est le 30 août, Lucie. Oui, c'est ça, le 30 août. On aura le plaisir à notre université d'ouvrir justement la prochaine année scolaire par un webinaire en parlant de la politique de l'éducation ouverte, de politique ouverture de notre université, avec Colin de la Higuera, qui est titulaire de la chaire UNESCO, Relia. Et donc voilà, on aura le plaisir de vous y accueillir. On vous enverra également une invitation avec l'actualité du réseau. On en profitera aussi pour donner plus peut-être de perspectives sur l'agenda à venir, etc. Les prochaines interventions. J'ai voulu mettre notre université très à l'honneur parce que depuis qu'on travaille ensemble, Lucie, c'est seulement une année. Moi, je connaissais évidemment notre université, l'équipe de Colin de la Higuera et la présidente Karine Bernot. Voilà, je savais bien qu'ils s'impliquaient, mais là, on est arrivé à un stade de maturité qui doit être vraiment inspirant pour nous tous, parce qu'il y a une stratégie ouverte qui ne concerne pas que l'éducation, mais il y a aussi un certain nombre de programmes mis en œuvre. Vous avez lancé, c'était avant-hier, vous avez lancé le réseau de toutes les chaires UNESCO dédiées à l'éducation ouverte dans le monde.
Et il y a aussi eu des très beaux projets qui ont été financés en lien avec Nantes Université, même pas forcément mais sur l'intelligence artificielle et la création de communs numériques, c'est-à-dire pour accélérer la prise en main des avancées possibles pour les enseignants et pour l'éducation, et pour les étudiants, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Vous avez publié et mis à jour, ce qui est encore plus dur, je trouve, un ouvrage sur l'intelligence artificielle pour les enseignants, qui est sur le site de l'UNESCO, qui est traduit déjà dans plusieurs langues et qui peut être traduit dans toutes les langues que vous le voulez. Je m'adresse là aux participants, et y compris dans des langues, je veux dire, justement, dans une des 200 langues du Cameroun, si ça peut être intéressant. C'est rendu d'autant plus facile que maintenant, justement, on a des logiciels de traduction. Et je terminerai par là, c'est que vraiment l'intelligence artificielle, c'est un défi. Il faut s'y intéresser pour ne pas être submergé et s'en inquiéter, et en profiter pour créer des ressources dans tous les dialectes. C'est vraiment une des choses que j'ai découvertes à e-Learning Africa. C'est avec une société française qui s'appelle Edunao et qui travaille avec Moodle, dans Moodle, avec des développements comme ça qui permettront à l'enseignant d'être aidé à partir de ce qu'il a déjà fait pour remettre de l'ordre dans ses cours, bien les chapitrer, et puis ensuite, hop, traduction en zoulou. Voilà. C'est vraiment intéressant comme tout, et j'ai hâte de le faire participer également l'année prochaine. Jules, Lucie, on va avoir pas mal de boulot dans les semaines qui viennent, dans les 2 semaines qui viennent avant l'été, pour organiser le premier webinaire de Nantes et tout le calendrier de l'année prochaine. Donc, pour l'année universitaire 2023-2024, Open Education Global francophone, c'est terminé. Je suis ravie de passer cette année avec vous. Inscrivez-vous et très, très bientôt, vous allez recevoir de nos nouvelles pour 2024-2025 et toutes les années à venir. Allô, Péril? Allô? Oui? Oui, je crois qu'il y a Mona qui est là. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Ah oui. En fait, non, je vous ai écouté. Vous m'avez demandé de rentrer, Jules. Je suis rentrée pour ne pas te dire non. Oui, s'il te plaît, Mona. Mais c'était passionnant de suivre et de vous écouter. Et puis bravo à Marion qui a très bien présenté le programme. Et merci à toutes les questions qui ont permis de mieux étayer tout ce que Marion a dit. Et voilà, et c'est peut-être à la prochaine. Et sachant qu'avec Edunao, on collabore avec Edunao, et justement, le cours Moodle, le cours de Elan, il est sur le Moodle hébergé chez Edunao. C'est formidable d'entendre ça, parce qu'avec ton positionnement, tu es la directrice de l'IFEF, Mona, et ça permet effectivement d'aller plus vite. Quand une personne comme ça, très ouverte, va à un événement comme e-Learning Africa, ça accélère encore la prise en main des nouveaux outils à peine développés. Donc, on va mettre ça pour dans un an. Tu feras le dernier webinaire d'Open Education Global francophone 2024-2025. Pour nous dire ce qui a déjà mis en œuvre grâce à Edunao et ses derniers développements. On verra. Il y aura peut-être d'autres en open source. C'est ça. Oui, mais on verra. Parce que vu la vitesse vertigineuse sur laquelle les outils de l'intelligence artificielle avancent et se produisent, donc peut-être qu'on pourra faire un webinaire sur les outils libres et gratuit réalisé sur la base de l'intelligence artificielle générative. C'est toujours une question de mise en contexte éducatif et d'avoir ce que j'appelle souvent, c'est la différence entre de la recherche et de la vraie transformation numérique. C'est une différence, et donc si les outils ouverts permettent de le faire, c'est formidable, mais j'ai cru comprendre qu'Edunao était complètement basé sur les développements open source de Moodle, non? Oui, mais sauf qu'après, oui, c'est Moodle, c'est gratuit, c'est vrai, mais bon. Il y a d'autres. Moodle est gratuit dans sa version de base, mais après, si on veut rajouter d'autres modules, il n'est plus gratuit. Non, et puis le fait de l'installer, de savoir s'en servir, c'est d'avoir beaucoup de compétences et de développer des compétences. Mais comme on le sait, ce qui a un prix, c'est le prix du savoir et de la compétence et des serveurs. Ok. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci Marion. Connaître Elan. Merci
à Perrine et à toute l'équipe qui l'accompagne. Et c'est vrai que vous avez gagné en perfectionnement et en professionnalisme depuis les premiers webinaires. Bravo. Merci beaucoup. Absolument. Et c'est pas fini. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Lucie. Bye bye, Mario. Lucie. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.